Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré donc au campus à l'heure du numérique. Allez, quelques secondes pendant que les dernières et les derniers nous rejoignent. Les petites infos pratiques avant de démarrer. Ce webinaire donc, va durer 1 heure. Vous pourrez tout au long du webinaire nous poser vos questions sur le chat donc, qui est à droite de la plateforme. Et donc, on y répondra tout au long du webinaire après chaque partie en réalité. Pour ceux qui voudront aller plus loin, un résumé de notre échange sera disponible sur le blog de WooClap d'une part dans quelques jours. Je laisse mes collègues pour ça vous partager le lien dans le chat. Et puis l'enregistrement du webinaire sera également disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez re-regarder et analyser en détail tout ce qui se sera dit pendant ce webinaire. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, pourquoi ce webinaire, peut-être pour commencer on a publié il y a quelques jours le premier livre blanc sur lequel on a pu travailler chez WooClap en partenariat avec Edway, et on en dira quelques mots dans un instant. Un livre blanc donc, sur ce thème, les campus apprenant l'enseignement supérieur face aux défis de la transition numérique. Alors, le contexte, vous le connaissez, la révolution numérique fait évoluer les pratiques pédagogiques. Évidemment, on en parlera aujourd'hui. Et l'une de ses conséquences, c'est que cette révolution numérique impose de repenser les espaces. Comment est-ce qu'elle se matérialise très concrètement au sein des établissements les établissements vont devoir faire évoluer les lieux d'apprentissage et vous le savez, on construit de nouveaux espaces plus adaptés aux nouvelles générations qui sont évidemment très connectées. On transforme les bibliothèques qui deviennent des learning centers. On rend les salles de classe mobiles, plus flexibles et notamment pour faciliter, et on parlera de ces pratiques pour faciliter des enseignements moins transmissifs, plus interactifs et à la fin, l'objectif en tout cas, c'est de les rendre plus efficaces. Le point de départ de cette réflexion sur ces sujets-là, il a eu lieu en janvier dernier, avant qu'un petit virus se mêle à la fête. Et rétrospectivement, c'est assez intéressant du coup de se poser évidemment cette question des espaces dans le contexte actuel. On a réalisé entre janvier et avril 2020 une enquête auprès de différentes personnes dans des établissements d'enseignement supérieur, des vice-présidents numériques, des CDO, des ingénieurs pédagogiques également, différents profils pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur ces sujets-là, des chercheurs également. Voilà, pour parler des révolutions numériques, des révolutions pédagogiques et puis du coup de la mutation des espaces et de l'avenir des campus. C'est une question qui, je pense, se pose avec encore plus de force à l'heure actuelle. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est donc de faire un état des lieux des stratégies qui ont été mises en place sur ces sujets-là au sein des établissements et puis discuter du coup du rôle des campus, notamment dans ce contexte d'enseignement à distance. Aujourd'hui, donc, pour intervenir sur ces sujets et autour de ce livre blanc, on a le plaisir d'accueillir donc trois intervenants, pour 2 d'entre eux qui ont contribué à ce livre blanc. Et je commence par vous présenter Nadia Jacobi, donc ancienne vice-présidente au numérique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et fondatrice de l'agence Simone et les robots. Bonjour Nadia, et je vous laisse nous dire un mot du coup sur ce que vous faites chez Simone et les robots. Oui, merci beaucoup. Bonjour Fabien. Merci de votre invitation à la fois à participer au livre blanc et à ce webinaire. Chez Simone et les robots, on accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans leur projet de transformation numérique. Donc aujourd'hui, on travaille avec essentiellement des universités sur des projets autour du numérique et de la pédagogie, du numérique et de la recherche, du numérique et de l'organisation de l'établissement, essentiellement ça. Et donc un regard évidemment qui sera plus que jamais pertinent pour discuter de ces sujets-là. À nos côtés également aujourd'hui, Benjamin Sic, directeur de l'innovation et de l'expérience utilisateur de l'ESSEC. Bonjour Benjamin, et je vous laisse peut-être nous dire un mot également sur votre périmètre et vos activités à l'ESSEC. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, je suis effectivement en charge de l'innovation à l'ESSEC. Donc ESSEC, 4 campus, 2 en France, 1 à Singapour et 1 à Rabat. Et donc une grosse institution avec des milliers d'étudiants en formation initiale et des milliers de participants en formation continue, sur lequel on essaie de transformer et d'améliorer l'expérience pédagogique et hors pédagogique continuellement. Et on aura l'occasion de discuter du coup des stratégies et des différentes initiatives que vous avez pu mettre en place à l'ESSEC ces dernières années.
Et puis, pour terminer, Olivier Rollo, bonjour Olivier, directeur exécutif chez Edway, qui est donc partenaire de ce livre blanc et de ce webinaire. Je laisse également Olivier nous dire un mot sur ce que vous faites chez Edway. Merci aussi pour l'invitation et puis pour nous avoir proposé de participer à ce livre blanc qui est tout à fait passionnant et qui nous a permis ensemble de mettre en avant les grandes transformations du moment. Chez Edway, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de conseiller l'enseignement supérieur dans ses innovations, dans sa stratégie. Donc, on travaille avec énormément d'écoles, de grandes écoles, d'universités, tout ça. Et je pilote plus particulièrement les activités éditoriales. On publie chaque semaine une lettre hebdomadaire qui essaye de faire le point sur tout ça. Et dans un monde en profonde mutation et surtout en profonde mutation numérique. Merci Olivier. Je vous propose peut-être, avant de se lancer dans le vif du sujet, de prendre la température un petit peu chez vous qui participez à ce webinaire. On va vous poser quelques questions tout au long de ce webinaire pour interagir avec vous, avoir votre avis et pouvoir rebondir du coup sur ce que vous pensez sur ces différents sujets. Donc, je vous propose de vous connecter sur ce lien pour répondre à quelques questions sur ce lien WooClap. Pour participer donc, deux possibilités. Vous pouvez scanner directement le QR code avec votre smartphone si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez également directement rentrer ce lien www.wooclap.com/wooway, pas facile à dire, dans votre navigateur, soit directement sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Je vois qu'on est déjà une trentaine connectés. Puis pendant que vous vous connectez, j'en profite, n'hésitez pas à réagir tout au long de ce webinaire sur Twitter notamment. Vous pouvez taguer WooClap, Edway également, et puis nos différents intervenants. Vous avez aussi le hashtag Webinar sur lequel vous allez pouvoir retrouver tout ce qui se dira et se passera pendant cette heure de webinaire. Allez, je vois qu'on a déjà une cinquantaine de personnes connectées. Je vois que vous êtes encore quelques-uns à vous connecter sur ce lien. Allez, on va passer à la première question. Vous aurez toujours le lien de connexion qui sera disponible en haut de l'écran et donc il n'est jamais trop tard pour vous connecter et participer avec nous. Allez, toute petite première question pour prendre la température et comme ça vous prenez en main la plateforme. D'où est-ce que vous nous regardez aujourd'hui sur ce webinaire? Voilà vos réponses qui s'affichent petit à petit. Donc des participants un petit peu partout en France. Allez, je vois que vous avez déjà une grosse trentaine à avoir participé. Il y a des gens qui sont confinés au bord de l'eau, vous avez de la chance. Une quarantaine de réponses déjà. Allez, je vous laisse quelques secondes de plus pour cette petite question d'échauffement et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet sur donc les transformations numériques et pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Merci à toutes et à tous pour vos réponses. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre, pensez bien à valider votre réponse. Je vois qu'on a un participant qui est au milieu de l'océan Atlantique, peut-être un participant du Vendée Globe. Allez, le déroulé de ce webinaire, 3 grandes parties. On va donc commencer par prendre un pas de recul sur cette révolution numérique et pédagogique et s'interroger sur les stratégies qui ont pu être mises en place dans ce cadre-là. Et puis rentrer ensuite sur ce sujet des espaces pédagogiques et se poser cette question de la mutation des espaces et de comment est-ce que les campus vont évoluer. Et puis en particulier, troisième partie, dans le contexte actuel, dans le contexte de l'enseignement à distance, de la fin d'année universitaire dernière qu'on a vécu un petit peu particulière et puis du début de cette année, essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que ça affecte ce sujet des espaces. Pour démarrer dans cette première partie sur la transformation numérique dans l'enseignement supérieur, j'aimerais avoir votre avis sur cette transformation. En un mot, qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous parle de transformation numérique dans l'enseignement supérieur? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Et on va voir le nuage de mots qui va s'afficher petit à petit. Et ce sera intéressant, Nadia, Benjamin et Olivier, de s'arrêter un instant sur les réponses qui ont été proposées par nos participants. Je pense qu'il y aura matière à commenter ce qui aura été proposé.
Allez, vos réponses qui arrivent au fur et à mesure. Je pense que vous voyez sur votre interface côté participant que vous pouvez liker les réponses des uns et des autres. Et donc, les réponses avec le plus d'occurrences ou le plus de likes qui s'affichent en plus grand dans ce nuage de mots. Et déjà une quarantaine de réponses. Et on voit déjà des mots qui ressortent. Le mot accompagnement, notamment. On a beaucoup parlé de cette dimension d'accompagnement dans le webinaire qu'on a organisé il y a une quinzaine de jours avec l'Anstia. N'hésitez pas à aller revoir le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Le mot hybridation qui se dégage évidemment, qui était au cœur des préoccupations pour cette rentrée. Je vais passer les mots d'innovation. Tout ça bouge très vite au fur et à mesure de vos réponses. Déjà 80 réponses. Allez, je vous laisse quelques secondes de plus et puis on va s'arrêter peut-être pour analyser et commenter ces différentes réponses. Allez, merci à toutes et à tous pour vos réponses. Je vais arrêter les votes et puis ce nuage de mots va donc se figer. Voilà les dernières réponses qui arrivent. Nadia, peut-être un mot pour commenter ces différentes réponses. Nadia qui a peut-être son micro éteint. Ah, pardon. Là ? C'est parfait, ouais. Ok. Donc, hybridation, c'est effectivement un mot très tendance, puisque je pense qu'il y a un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est l'actualité d'avant l'été, le PIA, le financement, on va dire d'une quinzaine de projets plus quelques autres derrière, donc c'est sûr. C'est pas un truc nouveau en fait l'hybridation, mais en tout cas aujourd'hui, je pense que tous les établissements sont aujourd'hui en train de travailler sur l'hybridation au moins une partie de leur offre de formation. Donc ça c'est assez intéressant. Flexibilité, c'est un peu la même. Pour moi, ça évoque en partie la même chose, même si ce n'est évidemment pas du tout la même chose. Mais on peut proposer aux étudiants des formations certes hybrides, mais aussi flexibles, c'est-à-dire de permettre aussi aux étudiants, sur une partie de leur cursus, de choisir certains enseignements ou certaines modalités de suivi de certains cours. Donc bon, et innovation, on est en plein dedans. C'est le mot un peu chapeau. Je monopolise pas la parole, je laisse mes camarades dire ce qu'ils en pensent. Mais on est en tout cas vraiment dans le sujet. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a une adéquation entre nous et les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. Benjamin, est-ce qu'il y a des mots en particulier qui vous interpellent, sur lesquels vous voulez réagir dans ce nuage de mots? Assez plaisir. Les grands sujets sur lesquels on s'était posé beaucoup de questions, c'est il faut former les professeurs, il faut former tout le monde, alors qu'au final, ce n'est pas les former qu'il faut, c'est vraiment les accompagner. Je suis content que ça ressorte dans le nuage de mots. Olivier, une réaction? Oui, c'est un mot accompagnement qui est très en avant et qui a été repris par hybridation ensuite. Mais c'est vrai que c'est essentiel. On voit bien qu'on peut inventer tous les systèmes possibles. S'il n'y a pas une adhésion du corps professoral, ça ne sert à rien. Et il faut accompagner le corps professoral, il faut accompagner les étudiants. Et là, ça peut fonctionner, mais c'est quand même un cheminement de long terme qui coûte mine de rien très, très, très cher parce qu'il faut faire beaucoup de formations. Et en plus du corps professoral, il y a aussi les intervenants extérieurs. Enfin, tout un écosystème qu'il faut former et ça prend du temps. Un écosystème qu'il faut former effectivement et qui évolue au fur et à mesure. Et si on prend un peu de recul pour rentrer dans le sujet, évidemment, hybridation, c'était la thématique incontournable de ces derniers mois. En fait, ça fait probablement, j'allais dire 10 ans, la durée est probablement pas tout à fait exacte, mais que on voit évidemment une évolution de la pédagogie, on voit cette transformation numérique se mettre en place. On parle aujourd'hui d'enseignement hybride, on entend ces termes de blended learning, d'enseignement à distance, etc. La pédagogie se transforme et on va revenir un petit peu du coup sur les différentes stratégies qui ont pu être mises en place et on va commencer avec Benjamin pour parler peut-être du cas du coup plus spécifique de l'ESSEC. Quelles ont été les stratégies justement que vous avez pu mettre en place ces dernières années à l'ESSEC en termes de transformation numérique et aujourd'hui quel bilan est-ce que vous en tirez et en particulier du coup dans la situation qui appelle ces transformations plus que jamais quoi. Je pense que votre micro est
coupé, Benjamin. De mon côté, je ne vous entends toujours pas. J'appelle Nadia ou Olivier à la ressource. Est-ce que vous entendez Benjamin ou est-ce que c'est de mon côté qu'il y a un souci ou... Pas Benjamin non plus. Petit souci technique du coup du côté de Benjamin. Peut-être sans transition, en attendant que Benjamin nous rejoigne. Nadia, de votre côté, vous étiez du coup vice-présidente au numérique à Paris 1. Vous, de votre côté, dans l'écosystème universitaire, qu'est-ce que vous avez pu observer comme trajectoire de transformation avec des enjeux peut-être un petit peu différents aussi, on y reviendra avec Benjamin par rapport à ce qui a pu se passer à l'ESSEC. Alors, en fait, la transformation numérique à l'université, elle est en marche depuis déjà de nombreuses années. Moi, j'étais vice-président en charge du numérique à Panthéon-Sorbonne de 2012 à 2016, donc ça commence à faire quelques années maintenant. Quand j'ai pris mes fonctions, ça faisait déjà une quinzaine d'années que il y avait un espace numérique de travail, donc un ENT sur lequel les enseignants disposaient d'un espace de partage de leur contenu de cours, sur lequel donc les étudiants pouvaient se connecter à la fois pour récupérer des ressources pédagogiques, mais pour disposer d'un ensemble de services, de messagerie, entre guillemets, transferts internes, je ne vais pas lister tous les éléments qui sont disponibles aujourd'hui sur tous les ENT dans toutes les universités. Donc, en gros, la transformation numérique des établissements, enfin des universités en France, c'est pour moi quelque chose qui a aujourd'hui un peu plus de 20 ans maintenant pour les établissements les plus avancés. Dans les dernières années, je dirais en particulier dans les 4-5 dernières années, on a vu une accélération très forte en fait de l'utilisation du numérique dans le fonctionnement de l'université, pour des raisons pédagogiques, mais aussi pour les activités de recherche, dans les unités de recherche. Et aujourd'hui, on a, dans la plupart des universités françaises, des espaces qui sont tout à fait nouveaux, novateurs. Je pense en particulier, j'ai vu dans la liste que Guillaume Bourlet, le VP numérique de l'UPEC, est là, donc je te salue Guillaume, et j'en profite pour citer notamment et qui a aussi participé au livre blanc. Et j'en profite pour citer des espaces tout à fait nouveaux, novateurs, sur une partie du campus de l'UPEC qui est en Seine-et-Marne, sur la commune de Lieusaint, qui propose des espaces pédagogiques, je dirais intensifs en numérique, j'aime pas trop, ou intensifs en dispositifs numériques, qui permettent une pédagogie différente, un apprentissage différent, avec des laboratoires d'expérimentation qui sont très équipés. J'ai des souvenirs, quand j'ai eu la chance de le visiter, de choses autour de la chimie notamment, ou de la construction pour des formations de type licence professionnelle, etc. Et ça existe à peu près dans la plupart des universités françaises. Je pourrais citer Lyon 3, je pourrais citer l'Université de Lorraine. Enfin bon, j'y reviendrai peut-être un petit peu après, mais voilà. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à la fois des budgets importants pour les universités, ça se compte en plusieurs millions d'euros par an, auxquels il faut bien évidemment ajouter les ETP qui sont toujours insuffisants, il faut le souligner, mais qui sont néanmoins tout à fait importants pour faire avancer cette transformation, en particulier parce que les universités ont l'habitude de développer elles-mêmes un ensemble de dispositifs, de services numériques. La communauté Moodle, par exemple, est très dynamique dans les universités. J'ai vu aussi que Victor Vacrenier, APSCO, était parmi nous. Donc, je salue aussi Victor, qui sait qu'il a parmi ses concurrents les universités elles-mêmes, qui pour certaines d'entre elles ont développé elles-mêmes des apps mobiles, etc. etc. Donc, Et on a vu ces derniers temps des offres de recrutement de la part des universités, notamment pour faire face justement à l'explosion des besoins sur tous ces sujets-là. Sur l'ingénierie pédagogique en particulier, ça c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où pardonnez-moi le mot, mais on industrialise la dynamique d'hybridation, c'est-à-dire où en fait où on se dit, on ne répond pas simplement à la demande d'une partie du corps enseignant qui a envie de basculer sur une forme hybride de ces enseignements, mais on doit, pour des raisons, bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer, qui caractérise malheureusement cette année 2020, industrialiser le passage au distanciel, évidemment,
on se rend compte que les ingénieurs pédagogiques, qui parfois dans certains établissements étaient un peu pas très valorisés, voilà, on peut dire ça comme ça, ou pas suffisamment valorisés, se retrouvent au cœur du dispositif et sont devenus un job assez tendance. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est ingénieur pédagogique, on n'a pas trop de mal à trouver un job là où on a envie de le trouver. Est-ce qu'on a retrouvé Benjamin pour rebondir sur ces différents points? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est parfait cette fois. Okay. Super. Super. Bon, on vous récupère du coup pour parler et ça va être intéressant du coup de rebondir sur les points que Nadia a pu. Rien, je garde les mains en l'air. C'est parfait. Donc, à l'ESSEC, effectivement, je vais revenir 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans en arrière. On était face à un problème que, à mon avis, vous êtes plusieurs à rencontrer aussi, qui est le problème l'œuf ou la poule. C'est-à-dire qu'on a très peu d'initiatives qui viennent du corps professoral pour transformer la pédagogie et on a effectivement des moyens en fonction qui permettent de faire un certain nombre de sujets, mais qui ne permettent pas de générer de la demande. Et ça, effectivement, la méthode pour faire ça, c'est faire des petits laboratoires, c'est effectivement essayer de développer un peu, mais c'est la méthode des petits pas et on s'en sortait pas vraiment. On n'arrivait pas effectivement à avoir cette transformation pédagogique importante. Donc, ce qu'on a décidé de faire, de mettre en place, c'est un vrai choc de l'offre et de créer des espaces et de créer une équipe sizée pour ce que l'on voulait faire et de la mettre en place immédiatement. Pas de se dire on mettra en place cette équipe de manière itérative, on mettra ces espaces au fur et à mesure que ça avance, mais de créer donc cet espace. Donc, cet espace, c'est le Calab. C'est quasiment 1000 mètres carrés au centre de notre campus à Cergy, mais vraiment en plein milieu du campus. Dans lequel on a 2 studios vidéo, par exemple, dont un totalement en libre service. Et à l'époque, on avait déjà du mal à occuper notre seul studio vidéo qui était un peu bricolé. Donc, partir sur 2, c'était un peu absurde. On a créé un grand espace pour la pédagogie, donc un Learning Lab, pour travailler sur nos espaces de cours. On a mis en place toute une équipe d'ingénieurs pédagogiques, donc avec 7 ingénieurs pédagogiques. Et on a créé effectivement cette offre gigantesque pour essayer de travailler sur les signaux faibles, sur les demandes faibles de professeurs. Et très souvent, quand on regarde, il y a 15-20% des professeurs qui ont toujours envie de bosser, qui sont toujours prêts, c'est toujours les mêmes, et avec lesquels on fait plein de projets, mais qui essaiment peu. On a 15-20% des gens qui sont rétifs et qui veulent absolument rien faire, et on passe un temps monstrueux avec eux. Et on a les 60-70% au milieu, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est souvent là où on a les meilleurs professeurs, on a les meilleurs enseignants, et on a vraiment ciblé ces personnes-là. Et en se disant, on va faire quelque chose où on accompagne tellement bien, où on est tellement proche, et enfin, on arrive vraiment à faire des projets avec eux, que derrière, ça fonctionnera, et effectivement, eux seront, en tout cas, parleront aux autres professeurs des projets qu'ils ont pu faire et de la façon dont ça s'est bien passé, et derrière, on va créer une dynamique positive, qui a pris du temps, mais qui nous a permis, 4 ans plus tard, d'avoir quelque chose de totalement efficient et en tout cas d'avoir vraiment réussi à ce que la majorité des professeurs soient enthousiastes à l'idée de faire de l'innovation pédagogique. Merci Benjamin. On voit du coup cette approche dans le monde universitaire, ce qui a pu se passer à l'ESSEC. Olivier, chez Edway, vous êtes un acteur, un observateur de cet écosystème de l'enseignement supérieur depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez pu observer en termes à la fois de similarités et puis de différences aussi entre les approches qu'il y a peut-être entre le monde universitaire et les grandes écoles? Alors là, cette année, on est vraiment le crash test du distanciel, du e-learning, parce que tout se complique à la fois. Il faut à la fois être capable de donner des cours numériques, mais il faut les donner à distance. Et on voit depuis tout à l'heure, c'est pas toujours si facile que ça, qu'il peut y avoir des caméras qui ne fonctionnent pas. Bon. Et en plus, il faut le donner à beaucoup de monde à distance. Donc, là, c'est là qu'on a vraiment pu voir qui était le mieux préparé à ça. Et c'est vrai que des grandes écoles, c'est quand même essentiellement elles qui travaillaient entièrement à distance parfois, comme le SCP avec ses 6 campus en Europe, comme l'ESSEC, un campus à Singapour et un autre au Maroc, comme d'autres écoles qui étaient vraiment préparées à ça, qui avaient une certaine expérience de donner des cours à distance en numérique, avec des profs qui étaient relativement formés à ça, enfin en tout cas, comme me disait Benjamin, un pourcentage de profs qui étaient formés à ça ont eu un avantage évident
d'abord aussi parce que leurs effectifs sont moins importants aussi, hein, sur des universités qui étaient certes prêtes, qui avaient des labos, qui commençaient à travailler là-dessus, mais dans lesquelles c'était relativement marginal par rapport à ces écoles. Et ces écoles sont assez peu nombreuses, hein. C'est quand même celle qui a été vraiment développée déjà à l'international. Donc là, on a eu la différence évidente, c'est qu'on a eu des étudiants d'un côté qui ont pu vite rentrer en peu de semaines dans le système, et d'autres qui se sont sentis relativement largués assez longtemps. Et c'est souvent des étudiants de première année. Et en cette rentrée, c'est le gros problème, c'est qu'on a des étudiants qui viennent d'arriver, qui ont déjà vécu un confinement au lycée, et qui arrivent avec très peu de temps pour se mettre en adéquation avec ce que demande l'université. Et là, on revient sur la notion d'accompagnement qui est vraiment essentielle, et qui se retrouvent un peu perdus. Là, je voyais Aix-Marseille Université qui achète 450 nouveaux ordinateurs pour les donner à leurs étudiants pour qu'ils puissent suivre les cours à distance. Oui, voilà, c'est des problèmes très pratiques, très rapides à créer, mais l'enseignement supérieur était plus ou moins prêt à ça. Merci, merci Olivier. Il y a une dimension qui ressort, c'est comment est-ce qu'on lève un certain nombre de freins et comment est-ce qu'on fait émerger cette dynamique de transformation. Peut-être un mot, Olivier, et on demandera l'avis de Nadia et Benjamin également. C'est quoi les principaux freins qu'on a pu voir justement dans cette dynamique de transformation? Bon, le principal frein, c'est ce que disait Benjamin, c'est que voilà, si les profs n'adhèrent pas, c'est difficile d'avancer. On a vu après la fin du confinement tout un mouvement pour dire il faut revenir rapidement dans les amphis, il faut revenir rapidement aux cours classiques. Bravo, ils n'ont pas tort, c'est vrai que c'est mieux, mais d'un autre côté, on n'a pas tellement le choix. Donc, d'un côté, on a ceux qui, avec raison, disent il faut revenir, et d'autres ceux qui disent il faut quand même se préparer à l'étape suivante. Et là encore, on a vu vraiment des grands bouleversements. On voit qu'à Paris 1, pour reprendre l'exemple que donne Nadia, ils ont énormément investi ces derniers mois pour mettre des caméras partout, pour que vraiment les cours soient filmés. Mais l'étape suivante, ça va plus loin. C'est l'utilisation de logiciels qui permettent de faire des sondages, des vidéos interactives, des cours divisés en petites séquences de 15 minutes, voire des cours plus courts. Donc c'est vrai que d'un côté, on commence avec un nombre de profs déterminés à avancer, mais qu'il faut maintenant réfléchir à aller plus loin parce que, mine de rien, il y a quand même des chances que tous les problèmes qu'on rencontre soient relativement pérennes. Nadia, une réaction là-dessus? Je suis d'accord. C'est que faire un cours à distance, c'est pas la même chose que faire un cours en présentiel. Ça a l'air évident de le dire, mais en réalité, c'est pas la transposition du cours que je fais dans mon amphi de 3 heures avec une pause de 15 minutes à la moitié que je vais transposer en étant dans mon bureau à la maison ou dans mon canapé à la maison en 3 heures avec une pause au milieu. Et donc, du coup, ça a une incidence. La réticence de certains enseignants, de mon point de vue, elle vient de 2 choses. La première, c'est que jusqu'à très récemment, un enseignant-chercheur, il n'avait jamais été formé à enseigner. On considérait que tu as fait un doctorat, tu as eu la qualif, tu as été recruté, tu es enseignant-chercheur, donc tu sais. La place des ingénieurs pédagogiques, on l'a déjà dit, et je le dis d'autant plus tranquillement que c'est mon métier d'avant. J'ai été recrutée comme enseignant-chercheur en 2002. On m'a jamais expliqué comment j'allais devoir préparer mon cours de premier cycle devant 400 jeunes que je n'avais jamais gérés jusqu'à présent. Donc, et c'était le cas pour tout le monde jusqu'à très récemment. C'est aussi, ça aurait pu être le rôle des ingénieurs pédagogiques, mais en réalité, ils sont globalement assez peu nombreux. Pour vous donner une idée de volume, qui n'est qu'un exemple, mais qui globalement peut valoir pour moyenne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est une université, comme vous avez compris, que je connais assez bien, 42 000 étudiants, 1500 enseignants-chercheurs globalement. Jusqu'en 2016, où j'ai quitté mes fonctions, il y avait de mémoire 8 ingénieurs pédagogiques. Bon. Alors, on a peut-être recruté depuis, et on en a probablement recruté depuis, et pas seulement dans cet établissement. Néanmoins, on peut vite faire le calcul. L'accompagnement par un ingénieur pédagogique pour construire un enseignement complet d'un semestre, c'est pas 3, 4, 5 heures, c'est beaucoup plus de temps de travail que ça. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le service d'un enseignant-chercheur, il est compté en 192 heures équivalent TD de présence devant ses étudiants.
Donc, on fait un cours de 24 heures sur un premier semestre, donc un CM, 24 heures, ça fait 36 heures équivalent TD. Si je dois passer, on va dire à peu près le double, alors on peut discuter à l'infini du coefficient, bon, peu importe, on va dire à peu près le double de temps pour transformer mon cours que j'ai l'habitude de donner en présentiel en module hybride, c'est-à-dire que je vais donc toujours donner en présentiel, mais que je vais aussi adapter au distanciel. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, rien. Donc, vous voyez bien que la moitié du temps de l'enseignant-chercheur, il est consacré à la recherche, l'autre moitié est consacrée à l'enseignement. Alors, je sais que parfois, on entend facilement des discours du type « Oui, mais c'est facile, ton cours, de toute façon, tu l'as préparé le jour où tu l'as eu et tu ne l'as jamais revu depuis. » C'est vrai, ça arrive, ça c'est sûr, ça arrive. Mais globalement, c'est quand même pas vrai. C'est-à-dire que préparer son cours d'une année sur l'autre, c'est un cours qui se met à jour, c'est des exemples nouveaux, c'est de l'interaction avec les étudiants, etc. Donc, les deux principaux freins, de mon point de vue, ils sont là, c'est-à-dire le manque d'accompagnement, et Benjamin et Olivier l'ont déjà beaucoup dit, et le deuxième, il est structurel. Néanmoins, la bonne nouvelle, parce que j'ai l'impression de donner des éléments pas très positifs, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, là, au moment où on se parle, en gros depuis quelques mois, énormément d'établissements qui ont pris conscience de la nécessité d'industrialiser ce dispositif d'hybridation, ont aussi conscience du fait qu'il faut réfléchir au moins localement. Pourquoi? Parce que localement, ça va un petit peu plus vite que nationalement, à une évolution de la reconnaissance de l'investissement des enseignants. Et on ne parle pas que de la reconnaissance monétaire, hein, on parle aussi de carrière, on parle aussi de plein de choses. On aura l'occasion de reparler de ces sujets-là. Merci Nadia. Si on avance un petit peu dans ce webinaire, stratégie de transformation numérique, transformation des enseignements, et donc une conséquence, on en parlait en introduction, c'est donc la mutation des espaces pédagogiques et à travers ça des campus qui sont l'un des lieux d'apprentissage. Et on le voit dans le livre blanc que je vous invite à lire si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire encore. C'est un lieu parmi d'autres et il y en a beaucoup d'autres. Alors, dans cette réflexion sur le campus, je vous l'annonce tout de suite, on ne vous dira pas aujourd'hui que le campus physique est voué à disparaître. Les contributeurs du livre blanc sont tous unanimes là-dessus. Ce qui se dessine, c'est plutôt évidemment une évolution du campus physique. Le campus et le lieu physique qui a beaucoup de rôles, et si on devait en citer qu'un, c'est peut-être celui de créer du lien social dans l'apprentissage, qui est une dimension clé de l'apprentissage, et dans le contexte actuel, on sait combien c'est important. Dans ces mutations des espaces d'apprentissage, je voudrais qu'on commence avec Benjamin pour parler d'une initiative qui a été mise en place à l'ESSEC, et c'est intéressant qu'on en discute aujourd'hui, qui est donc le DEC, une classe virtuelle qui a été donc pensée spécifiquement pour les enseignants à l'ESSEC. Vous me corrigerez si je me trompe, Benjamin, le DEC, c'est donc 14 écrans qui permettent d'afficher des slides, d'avoir un tableau blanc et puis de voir également les visages des étudiants pour ne pas se retrouver tout seul lorsqu'on donne son cours à distance. Problématique hyper importante, évidemment, en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et puis nous faire un retour sur cette initiative-là? Ouais, tout à fait, en fait. Le DEC, c'est effectivement, et Nadia le disait juste avant, c'est compliqué si on essaie de transposer tel quel un cours présentiel en un cours distanciel. Sur les cours à l'ESSEC, alors on n'est pas sur des cours effectivement dans des grands amphis, on est toujours sur des salles de classe qui sont entre 40 et 80 étudiants. C'est encore plus compliqué parce que dès le début, on est sur quelque chose d'assez interactif. Mais on s'est dit, on va quand même essayer de tenter de créer une salle qui permettra à un professeur, avec des adaptations mineures sur son cours, de retrouver les sensations du présentiel et donc de pouvoir animer son cours comme s'il était en présentiel. Et donc derrière, pour les étudiants qui, eux, sont chez eux, pouvoir effectivement avoir cette expérience qui est assez difficile et assez long de transposer sur du 100% distanciel. Donc c'est une grande salle où on a ce mur d'écran, donc 14 écrans alignés. Sur chaque écran, on peut avoir jusqu'à 6 étudiants, donc la tête est réelle. Et le professeur va, comme dans un amphi, en tout cas un amphi de petite taille, pouvoir échanger avec les différents participants, rediscuter, entendre quand il y a quelqu'un qui est à droite de l'amphi qui parle, on l'entend dans l'enceinte de droite. En tout cas, on a tous ces éléments-là, il retrouve tous ses réflexes, il n'a pas de micro sur lui, il peut se déplacer pour rejouer son cours tel qu'il le fait exactement en présentiel.
On avait créé cette salle-là, on l'a ouvert il y a un peu moins d'un an. On s'était dit, là-dessus, on va aussi faire le choc de l'offre. Et on espère effectivement qu'on aura bientôt par jour une séance de cours en simultané. Alors là, on s'était largement trompé parce qu'effectivement, 3 mois après, les campus fermés et c'était 300 séances entre 300 et 500 cours par jour qu'on avait animés en ligne. Donc, on a redisposé, en tout cas, on a un peu déplacé le deck, qui maintenant est vraiment une salle pour certaines expériences pédagogiques très précises qu'on ne peut pas transposer sur un cours à peu près standard et qu'on ne peut pas transposer en pédagogie active. Et ça marche vraiment très bien. Ce qui est intéressant quand on parle de cette expérience-là et plus généralement de ces transformations, évidemment, il y a, et vous l'avez tous abordé, l'évolution de la posture et du rôle de l'enseignant. L'un des enjeux, vous l'avez dit, c'est d'inciter évidemment les enseignants à adhérer, à faire en sorte, en tout cas, qu'ils adhèrent à cette transformation. Il y a une dimension institutionnelle, Nadia en parlait, Franck Bournois, qui est le directeur général de l'ESCP, qui a également intervenu sur ce livre blanc, en parlait également, cette dimension, voilà, prendre en compte le temps passé devant les étudiants comme seule mesure pour les enseignants-chercheurs, sans doute des choses sur lesquelles on peut travailler. La posture de l'enseignant évolue, il faut réussir à la faire évoluer. L'un des éléments qui ressort sur ce sujet-là de ce livre blanc, c'est que l'enseignant change un petit peu par rapport à sa posture traditionnelle et devient un expert, un coach. Ça fait partie des termes qui ont pu être évoqués. Olivier, c'est une question que je voulais vous poser par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'enseignant et quel retour est-ce que vous avez là-dessus, vous? Comment est-ce qu'on fait pour rester à la page des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies et faire en sorte que cette transformation avance, quoi? Alors, il y a toujours la question de ceux qui sont vraiment motivés, hein. Donc, Benjamin disait 15-20%. Oui, ça me paraît effectivement un pourcentage important dans une école de management, mais qui est sûrement moins important dans une université classique entre lettres et sciences humaines. Après, il y a moult façons de se renseigner. Il y a beaucoup de groupes de travail, il y a des initiatives. L'année dernière, j'ai animé le congrès de clôture des initiatives, des ISDEFI, les initiatives en formation innovante. C'était 2 jours passionnants. On avait devant nous des ingénieurs pédagogiques, des profs, toutes personnes qui se sont mises à la page, qui ont créé, qui ont inventé des nouvelles pédagogies, alors pas forcément numériques, hein, et qui se sont retrouvés là et qui ont créé ensemble un certain nombre de groupes de travail. Alors, le souci, c'est qu'ensuite, il y a beaucoup d'initiatives qui démarrent, qui sont parfois encensées et reçoivent des prix, mais après, elles sont parfois oubliées. Et c'est un des problèmes que noter l'ANR, l'Agence nationale de la recherche en charge des IDFI, c'est que finalement, beaucoup de choses se font et qu'il n'y a pas assez de transmission à l'ensemble de la communauté et que certains réinventent la poudre éternellement. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, il y a vraiment un problème de transmission des innovations. Et ça, il faut y travailler. François Tadei, il travaille avec le TRI, mais aujourd'hui, on est encore très loin et on ne peut pas toujours tout réinventer alors qu'il y a des très bonnes expériences qui se font partout. On voit vraiment ce qu'a fait l'ESSEC et qui est vraiment passionnant parce que là, vraiment, le prof a devant lui l'écran avec son cours. Il se retrouve quasiment comme un vrai cours. Et là, il a intérêt à demander à que chaque étudiant garde sa caméra allumée, parce que sinon, c'est vraiment l'angoisse, hein. Donner un cours devant plein d'écrans où on voit personne, c'est vraiment très dur. Et c'est ce qu'on voit souvent sur Zoom, où finalement, parfois, pour des problèmes de connexion, tout bêtement, on dit non, enlevez vos caméras, et on se retrouve en tant que prof tout seul devant un mur d'écran noir avec juste le nom et les initiales. Donc, il y a plein de choses à améliorer et qui sont parfois des problèmes tout simplement de bande passante, de son, etc. Mais il ne faut pas que le prof n'ait plus d'interaction. C'est quand même ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il se retrouve à distance, sans interaction, et ça, c'est vraiment très, très angoissant et pas très motivant. Il y a une question dans le chat, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut y répondre, autour des certifications. Je vous lis la question qui a été posée, qui dit distanciel, dit maîtrise des logiciels. Qu'est-ce que vous pensez de la certification? On parle souvent de PIX, par exemple. La personne qui pose la question dit « j'utilise TESA pour certifier certains étudiants sur Excel, Word, PowerPoint ». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des outils utiles, d'après vous, dans le cadre de ces transformations? Je ne sais pas si l'un d'entre vous, Benjamin, peut-être? Nous,
pour utiliser les outils. Tout notre travail est d'arriver à faire en sorte que ça soit excessivement simple à utiliser. Et donc, par rapport à ces éléments-là, c'est pour ça que je parlais un peu de formation, où là, on parle un peu de certification. Nous, on ne veut pas faire monter le niveau des professeurs pour qu'ils soient en capacité de pouvoir utiliser les outils. On veut baisser le niveau d'usage des outils, quitte à réduire le nombre de fonctionnalités pour que le maximum de professeurs soient en capacité de les utiliser et d'avoir un accompagnement complet et sans faille sur ces usages standards. Et c'est plutôt notre stratégie qui passe pas trop sur cette partie de formation et certification. Nadia, est-ce que vous vouliez réagir sur ce sujet ou sur ce qui vient d'être dit? Je n'ai pas TOSA. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à répondre à la question sur Pix versus TOSA. L'utilisation de Pix est assez, j'allais dire assez généralisée, je pense que j'exagère un petit peu, mais enfin, est assez forte. Donc, dans les universités aujourd'hui. Et donc, la question, c'est un avis sur ces deux indicateurs. Pix, pour ce que je sais, pour ce que je connais, c'est effectivement utile pour certifier des compétences numériques de base, précisément parce qu'on imagine souvent, d'ailleurs c'est une petite parenthèse qui n'est pas tout à fait inutile, que nos étudiants étant jeunes, du coup ils savent se servir des outils numériques. Oui, alors ils savent en général très bien se servir de TikTok sans qu'on leur explique jamais comment ça marche. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils savent faire un tableau croisé Excel. D'ailleurs, en général, on constate que ça veut justement dire le contraire. Donc, même si Pix ne va pas certifier ce type de niveau, ce niveau d'utilisation des outils bureautiques, néanmoins. Et donc, sur TOSA, je suis désolée pour la personne qui a posé la question, mais je ne peux pas répondre. Remarque intéressante, effectivement, sur le niveau de connaissance et de compétences des étudiants sur ces sujets-là. D'ailleurs, Sébastien Crane, qui intervenait également dans le livre blanc, mentionnait également ce point-là. Effectivement, c'est un vrai sujet. Si on revient sur le sujet des espaces d'apprentissage, et peut-être pour en venir un petit peu au contexte actuel, je vais rebondir, Nadia, justement, sur l'une de vos citations dans ce livre blanc. Vous nous disiez mettre le numérique au cœur des projets dès le début de la réflexion, mettre le numérique au cœur de ces sujets de l'espace. Évidemment, le sujet nous frappe en plein. En ce moment, on n'a pas d'autre choix que de penser la réflexion sur les espaces, sur les dispositifs en lien avec le numérique. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'on parle de ces campus, du coup, dans un contexte de distanciel. On a, parmi les intervenants du livre blanc, je prends également une citation de Guy Prazeux, qui est ingénieur pédagogique à Toulouse Business School, et qui nous disait, et c'est assez intéressant, que la crise du coronavirus, évidemment, a accéléré des transformations, puisque les enseignants n'ont pas eu d'autre choix que de se lancer dans de nouveaux dispositifs. Et Nadia, c'est une question que vous vouliez poser peut-être en introduction de cette partie aux personnes qui participent à ce webinaire. Et donc, je vous affiche la question à l'instant sur WooClap pour évaluer un petit peu l'impact justement de cette crise du Covid sur deux dimensions. La première sur les budgets qui sont dédiés au numérique dans les établissements d'enseignement supérieur. Voilà, quel a été l'impact de la crise? Et donc, vous avez une échelle, donc je vous propose de mettre 10 si l'impact a été très fort avec des budgets qui ont nettement augmenté, et puis au contraire 1 si cet impact a été limité. Et puis, l'impact également sur l'utilisation de solutions EdTech. Et ça va être intéressant de pouvoir rebondir sur votre avis sur ce sujet-là. On vous laisse quelques instants du coup pour répondre. Il y a déjà une petite dizaine de réponses. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas connectés éventuellement sur WooClap pour participer, vous avez toujours en haut le code de participation, wooclap.com/wooway. Vous êtes déjà une vingtaine à avoir répondu. Nadia, je vous laisse peut-être réagir en direct sur les réponses. C'est intéressant, on voit que le budget, moins d'impact visiblement sur le budget que sur les pratiques. Je crois qu'on a un petit souci de micro, Nadia. Ouais, c'est tout bon. Donc oui, sur le budget, je suis assez étonnée.
En particulier parce qu'on avait fait une enquête auprès des universités juste à la sortie du premier confinement et on les avait notamment interrogés sur l'impact que ça avait sur leur budget dédié au numérique et l'impact était positif et assez fort pour une très grande majorité d'entre elles, alors que là je vois qu'on est sur une moyenne, quoi, 5,6 c'est bon, donc ça veut dire on a un peu plus de budget mais finalement quand même pas trop. En revanche, la très bonne nouvelle, c'est que manifestement ça a un impact important sur l'utilisation de solutions EdTech. En fait, la question, on aurait peut-être dû la préciser en disant est-ce que c'est un impact ponctuel, donc en gros, est-ce que ces solutions EdTech sont des solutions conjoncturelles ou plus structurelles, c'est-à-dire en fait, est-ce que c'est vraiment ce que les établissements intègrent dans leur dispositif à long terme ou pas. Mais sans doute que WooClap peut nous dire ce qu'il en est un peu pour eux, ou là encore, je voyais Absco tout à l'heure et je suis sûre qu'il y a d'autres EdTech, il me semble avoir vu Jean-Marie Cognier du Bicast dans la liste, qui sont des gens qui sont vraiment en plein dans le truc, quoi, que ce soit vous ou Ubicast. Si vous faites pas un peu plus de business maintenant, faut se poser des questions quand même. Donc, et je le dis parce que je sais que vous avez été plutôt dans une dynamique positive, ce qui est une bonne chose. Ouais, effectivement, nous de notre côté, et j'en dis un petit mot, on a effectivement vu les usages sur la plateforme WooClap qui ont nettement augmenté depuis le premier confinement, et ça s'est confirmé là avec ce deuxième confinement. La question de savoir effectivement est-ce que c'est un changement ponctuel ou un changement long terme, pour l'instant on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans les échanges avec les établissements, c'est effectivement une volonté de profiter entre guillemets de cette situation pour accélérer les transformations et pour les ancrer sur le long terme. Donc, en tout cas, je crois que la volonté des établissements est là. Ensuite, et on l'a suffisamment dit aujourd'hui, l'enjeu, c'est évidemment l'adhésion de l'ensemble des enseignants pour faire en sorte que ça fonctionne à plus long terme. Sur les plateformes Ubicast, bon, évidemment, quand on propose des dispositifs comme Ubicast de captation d'enseignement, évidemment, on est vraiment en plein dans les besoins des établissements. Mais 1 x 15 pour une EdTech française, bravo. Je trouve ça très bien, très, très, très positif. L'enjeu, en tout cas, effectivement, anticiper évidemment la suite et anticiper le plus long terme. Sur la question des campus spécifiquement, comment est-ce qu'on imagine cette question-là du retour des étudiants sur le campus dans les années à venir? Comment est-ce que tout ça va évoluer? Olivier, peut-être, je vais que vous puissiez prendre la parole sur ce sujet-là. Ces dernières années, on voyait bien que les bibliothèques devenaient des espaces de travail, on avait accès à des ressources numériques, il y a de moins en moins de livres, hein, tout bêtement, il y a de plus en plus d'interactions, et puis il y a des petits espaces qui se créent partout, on essaye de faire travailler les étudiants en groupe, de se rencontrer. Alors vous me direz, tout ça c'est un peu antinomique avec la Covid. Donc le problème, tout ça c'est un peu arrêté. Mais il y a quand même des campus qui restent ouverts, où on peut quand même aller dans les bibliothèques, on peut continuer à travailler. Et c'est ça qui va être important dans les années à venir, de trouver un juste équilibre entre les questions sanitaires qui vont sûrement plus ou moins subsister et cette nécessaire interaction totale, travail en groupe, travail aussi, bon, on voit très bien que le travail sur projet marche très bien. D'ailleurs, les TD restent ouverts hein, dans les universités pour qu'on puisse, les TP, pardon, les TP restent ouverts, pour qu'on puisse travailler en groupe sur des questions comme celle-là. Donc là, il y a tout un bouleversement de l'espace dans les campus qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de moins de campus. Au contraire, on a besoin de campus ouverts. Alors, c'est là où il y a une notion d'écosystème importante qui est de se dire, ce qu'on essaye de faire à Paris-Saclay aujourd'hui, c'est de dire le campus, il est aussi au milieu d'un environnement avec des entreprises, avec tout un environnement de travail. C'est l'histoire de la machine à café où on se retrouve le matin. Et encore une fois, c'est pas d'actualité. Mais tout ça, ça va redémarrer, je l'espère, très rapidement pour créer ces espaces de collaboration transdisciplinaires. On parle aussi beaucoup de ça. Hein. Là, par exemple, le campus Condorcet qui a été créé pour les SHS, il y a vraiment une volonté non seulement de faire se rencontrer les disciplines des SHS, mais aussi d'avoir des scientifiques qui travaillent avec. Donc, vous voyez, il y a plein de défis, et c'est des défis d'espace. Le campus Condorcet, c'est un espace dédié où on fait travailler le maximum de gens ensemble pour se rencontrer et créer de la valeur et de l'innovation. Donc voilà, et là, on n'est pas seulement dans le numérique, mais ce n'était pas le seul but du livre blanc, c'était vraiment de montrer quelle évolution intellectuelle on va avoir dans les années à venir pour mieux faire travailler les gens ensemble et des gens très différents. Nadia, une réaction là-dessus? D'accord avec ce que dit Olivier.
Néanmoins, pour avoir vécu les parties des discussions sur la construction du campus Condorcet, on ne peut pas exactement dire que le numérique avait totalement sa place dans les tours de table. Ça c'est à l'époque où j'étais VP numérique à Panthéon-Sorbonne, qui est un des établissements partenaires du campus. Il a fallu jouer un peu d'écoute pour expliquer que dans les discussions autour du projet, donc sur la façon dont on allait construire le campus, les gens du numérique, et donc pas nécessairement les décideurs politiques, mais aussi les DSI des établissements, les gens qui réfléchissent sur les infrastructures, sur l'implantation du réseau, sur où est-ce qu'on met des prises. Aujourd'hui, quand on fait, je me souviens, il y a, je dirais, 3-4 ans, l'Université Lyon 3 a fait une enquête auprès de ses étudiants sur quels sont vos besoins en matière numérique, qu'attendez-vous de l'université? La réponse numéro 1, c'était des prises de courant dans les salles de cours. Bon, alors, on peut imaginer que ce soit pas forcément disponible dans un bâtiment qui est construit depuis longtemps. Panthéon-Sorbonne, c'est notamment en Sorbonne, donc bon. Néanmoins, quand on réfléchit à la construction d'un nouveau campus, comme on le faisait sur Condorcet à l'époque, il nous a, en tout cas à nous, paru aberrant qu'il faille à ce point expliquer qu'il fallait embarquer les gens du numérique et les gens des infras et les gens des réseaux, et etc., dans la réflexion globale sur le campus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué. Donc, ça, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, il y a encore 5-6 ans, c'était pas du tout évident. Et puis, un autre point, alors on parle beaucoup de numérique et pédagogie, mais Olivier a cité le CRI tout à l'heure, et je crois qu'il est aussi important de penser numérique, pédagogie et recherche. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'universités qui travaillent à l'intégration de ces 3 dimensions qui sont pas du tout, à mettre sur le même niveau, mais enfin en tout cas ces 3 entrées de réflexion sur le métier ou sur la mission de l'enseignement supérieur. Je pense en particulier au Creative Lab du Lauria, l'Université de Lorraine, qui est le grand labo de l'INRIA et de l'Université de Lorraine, qui est totalement intégré. Je pense au Fabuval de l'UPEC encore, et c'est pas parce que Guillaume est parmi nous, mais c'est aussi un très bon exemple de mélange pédagogie, recherche et d'analyse des pratiques et des pratiques nouvelles induites par les usages numériques. Je pourrais évidemment citer plein d'autres. Et ça, je trouve que alors c'est pas totalement nouveau, c'est récent, mais c'est pas totalement nouveau, mais c'est une bonne indication, un bon indicateur de la dynamique dans laquelle les universités sont engagées et de la prise de conscience qu'il y a à. Après, c'est vrai que sous certains aspects, mais Benjamin en dira sans doute un mot après, on n'avance pas aussi vite dans une université de 40 ou de 60 000 étudiants que dans une école de 2, 3, 5, 8 000 étudiants. Pour une raison super simple, moi, un DEC, j'adorerais accompagner une université pour déployer ce type de dispositif. Le seul problème, c'est qu'on sait d'avance que dès la mise en production d'une salle comme ça, dès l'ouverture d'une salle comme ça, le vrai risque, c'est la bataille en fait entre qui va pouvoir l'utiliser. Parce que s'il y a, et je dis absolument n'importe quoi, et donc Benjamin va dire que je dis n'importe quoi, s'il y a 10 cours qui se tiennent simultanément sur le campus de l'ESSEC à Cergy, sur un créneau horaire donné, en fait, il y en a 200 qui se tiennent simultanément sur le même campus d'une université de 40-50 000 étudiants. Benjamin, je vous laisse réagir là-dessus et peut-être plus largement sur ce sujet. La manière dont on voit les choses à long terme. En préparant ce webinaire, vous utilisez un terme, un catalyseur de changement pour parler de cette période. En arrière, il y a quelques années, quand on parlait des MOOC, il y a eu tous ces articles, le MOOC va tuer l'enseignement supérieur, et donc ceux qui prédisaient effectivement la fin de l'enseignement supérieur dans 10 ans, et tous ceux qui disaient ça va rien changer du tout, c'est un épiphénomène. Maintenant qu'on a un peu de recul, on peut voir qu'en fait, la vérité est entre les deux. L'enseignement supérieur n'est pas mort, mais il a été bouleversé par ce changement-là. Et quand il a fallu, il y a 12 ans, sortir tous les caméscopes plein de poussière des placards pour se dire on va aussi devoir faire notre MOOC, maintenant plus personne, enfin en tout cas plus grand monde n'en fait, c'est redevenu quelque chose d'anecdotique, mais tout ce qui a généré les MOOC à l'époque permet actuellement de faire de la pédagogie inversée de manière assez importante à tous les niveaux, dans tous les établissements. La crise actuelle, c'est un peu la même chose.
non, ça ne va pas transformer tout l'enseignement et les professeurs et les étudiants meurent d'envie de revenir sur les campus, mais on ne va pas revenir après à la situation d'avant, c'est certain, et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la période et qui vont vraiment être transformées. Un exemple, là, sur l'ESSEC, avec cette période, la totalité de nos cours sont enregistrés et les replays sont disponibles par défaut aux étudiants. C'est quelque chose qu'on avait essayé d'insuffler auparavant, mais c'était très compliqué. Là, on l'a fait parce qu'on était obligé de le faire et certains étudiants devaient continuer à suivre des cours et avec les décalages horaires, quand ils ont dû rentrer chez eux, ils ne pouvaient pas les suivre. Donc, tous les cours ont été enregistrés. Et au final, les professeurs se sont rendus compte que ça ne faisait pas baisser la fréquentation dans les cours, c'était plutôt utile. Et ça leur permettait même, au lieu de répéter plusieurs fois la même chose dans la séance, de le dire une seule fois et les étudiants regarderaient derrière. Donc, ce qui fait que là, on a plus de 90% de nos cours, on est même à 95% de nos cours qui sont enregistrés, rediffusés aux étudiants et supplémentaires. Et ça va rester. C'est sûr que ça va rester, peut-être pas 95%, mais si on a 70% de nos cours qui continuent à être enregistrés et disponibles pour les étudiants après, ce sera très bien. Sur l'usage, effectivement, de solutions collaboratives, sur, tous ces éléments-là vont bouger. Le fait qu'on soit sur des modèles où ce qui est le paiement des profs est basé sur le nombre d'heures face à face est quelque chose qui est en train de bouger. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, avec cet enseignement en ligne, ce qui était important, c'était l'équivalent d'heures du cours qui était donné et pas le nombre d'heures face à face. Bien sûr. Et ces choses-là qui avaient du mal à bouger ont bougé. Ça peut sembler un peu anecdotique, des petites choses comme ça en marge, mais ça nous donne tout un territoire gigantesque pour pouvoir créer une nouvelle chose. Ça, plus les équipements qu'on a pu rajouter dans les salles, font qu'on va pouvoir bien s'amuser dans les mois qui viennent. Merci, Benjamin. Hyper intéressant d'anticiper effectivement ces changements à plus long terme. Il nous reste 3 petites minutes, on arrive au terme de ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est que vous fassiez, vous qui nous regardez, la conclusion de ce webinaire. En un mot, qu'est-ce que vous retenez de ces différents échanges? À nouveau, ce sera assez intéressant. Je pense que chacun d'entre vous, Nadia, Benjamin, Olivier, vous puissiez réagir sur les réponses des participants. Je vous laisse quelques instants pour répondre sur WooClap. Vos premières réponses qui s'affichent petit à petit. Comme tout à l'heure, sur le nuage de vous pouvez liker les réponses des uns et des autres. Et je vois arriver le mot optimisme. Ça fait plaisir quand même. Alors, on vous laisse quelques instants pour répondre. À nouveau, pour ceux qui se seraient déconnectés, vous avez toujours le lien de participation en haut de l'écran. Et le mot optimisme qui grossit, et ça nous fait du bien dans la période actuelle. Olivier, est-ce que vous voulez peut-être commenter ces résultats au fur et à mesure que les réponses s'affichent? Oui, alors, optimisme, ça fait plaisir. Changement, transformation, adaptation. Il n'y a pas de mutation, mais c'est ça, il y a ça aussi. C'est vrai qu'on a su. Beaucoup de gens me disent en 6 mois, on a avancé comme les 5 années avant. C'est ça l'optimisme du moment, c'est de se dire que finalement, grâce à ces événements pas très sympas, on a fait changer des mentalités et on gagne des années de travail. Alors après, est-ce qu'on les conservera, ces années de travail gagnées? En tout cas, comme dit Benjamin, on ne va pas revenir à l'étape précédente. Je pense qu'on est parti pour changer. Benjamin, une réaction sur ces différentes réponses? Stabilité, c'est des choses importantes. Et transformation. Le vrai cœur de la transformation pédagogique, c'est comment est-ce qu'on arrive à mobiliser les bons professeurs pour le faire. Et les bons professeurs pour le faire, ce n'est pas ceux qui sont disponibles, c'est ceux effectivement avec qui on a envie de travailler, c'est ceux effectivement qui ont une en tout cas ceux qui ont les cours qui sont les plus demandés, ceux qui ont effectivement qui ont le moins de temps.
Et derrière, si on arrive à trouver comment est-ce qu'on arrive à leur dégager du temps pour pouvoir le faire, ça marche tout seul. Mais ça doit être vraiment l'effort. Il vaut mieux passer plus de temps pour avoir le bon prof et faire le bon projet que d'essayer de prendre les projets qui viennent pour essayer de s'occuper. C'est à long terme, c'est ça qui peut entraîner en tout cas une transformation massive de l'établissement. Nadia, le mot de la fin avec une réaction sur ce nuage de mots. On a réussi à vous convaincre que nous sommes dans une ère plus optimiste qu'elle n'en a l'air, ou plus positive qu'elle n'en a l'air. Moi, c'est ma conviction. Je trouve que dans les établissements, les gens sont très engagés, très motivés, très sur le pont. Ça fait presque un an enfin un petit peu moins, mais ça fait bien facile 8 mois que c'était le chaos, en tout cas au début, quand on s'est retrouvé en lockdown complet. Les équipes sont hyper motivées. Il y a des projets nouveaux qui se montent. Il y a des engagements de chacun dans ses compétences, dans ses missions, qui sont très 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 forts, hein, qui se sentent vraiment. Il n'y a pas de ras-le-bol, il n'y a pas de lassitude. Il y en a sans doute, hein, évidemment, ponctuellement. Mais globalement, c'est pas du tout ce qui ressort. Enfin, moi, les universités avec lesquelles je parle régulièrement et presque tous les jours ne me disent pas du tout ça. Donc ça, c'est très bien. Et en effet, je suis aussi tout à fait d'accord qu'on a plus que accélérer la transformation, quand bien même parfois modestement certains veulent dire qu'ils gèrent l'urgence plus qu'ils ne transforment. Non, je pense qu'on est vraiment dans une vraie dynamique de transformation à laquelle tout le monde participe, et on a enfin compris qu'il fallait accompagner les enseignants et qu'ils n'arriveraient pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit à enseigner autrement du jour au lendemain si on les y aidait pas. Donc voilà, je pense que c'est plutôt positif. Merci Nadia, et ça fait plaisir de effectivement terminer sur une note d'optimisme. Merci à toutes et à tous qui avaient suivi ce webinaire. Il me reste à vous remercier, Nadia, Benjamin, Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Vous retrouvez donc le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de WooClap, un résumé de nos échanges également sur notre blog. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez poursuivre la discussion. Je serai ravi de discuter de ces sujets-là avec vous et de transmettre vos questions si vous avez d'autres questions à nos intervenants. Merci Nadia, merci Benjamin, merci Olivier. Merci à toutes et à tous. Et puis, une bonne soirée. À bientôt. Belle soirée, à bientôt.